Bonjour, déjà merci pour l'invitation. Donc on va revenir sur vraiment ce qu'est l'observation foncière, ce que nous on développe à l'agence d'urbanisme. Donc c'est la question de l'observation du marché foncier. Donc je vous signale déjà en préambule qu'on va parler de l'observation du marché foncier du sol nu. C'est-à-dire qu'ensuite on décline nous sur un deuxième observatoire qui est l'observatoire de l'habitat. Et je ne vais pas non plus parler des quelques conventions qu'on peut avoir avec le PF, mais on pourra évoquer si vous le souhaitez par la suite. Sur l'accompagnement qu'on a pour eux dans le diagnostic de certains territoires, dans l'établissement de leur contrat avec les territoires. Donc on peut enchaîner. Donc je vais déployer la présentation assez rapidement, parce que je pense que vous allez tous faire également, en deux parties. Donc vraiment ce qui est l'observation du marché foncier qu'on a porté depuis la métropole jusqu'à l'échelle de l'île aujourd'hui, donc au département, et puis l'observation des marchés fonciers qu'on développe à l'échelle régionale dans le cadre d'un dispositif d'observation régionale du foncier. Rapidement, donc les objectifs de l'Observatoire des marchés fonciers, c'est de connaître et d'assurer une veille foncière sur les différents marchés, et c'est un outil d'aide à l'élaboration des politiques publiques foncières, des stratégies foncières. C'était également, depuis le début, de suivre les disponibilités foncières sur Rennes Métropole, vérifier donc si les anticipations foncières sont suffisantes pour réaliser les objectifs du PEH, vérifier si les prix d'acquisition du foncier sont tenus pour maîtriser le coût des opérations, et puis également de développer un référentiel foncier, donc d'abord sur un territoire réduit de Rennes Métropole, qui s'est aujourd'hui élargi à l'échelle du département. Donc l'observation foncière, en tant qu'observatoire foncier, a commencé en 2005 sur Rennes Métropole, c'est l'attachement de grise que vous voyez qui est au cœur du département de l'Ille-et-Vilaine, qui compte aujourd'hui 43 communes. Elle s'est étendue en 2009 à l'échelle de l'aire urbaine, notamment pour identifier les effets de bord avec le territoire de la métropole qui était le territoire d'observation principal. Et puis aujourd'hui, enfin depuis 2013, sur l'année 2013, mais aujourd'hui, cette observation s'étend à l'échelle du département tout entier. Alors parmi les marchés observés, donc on observe le marché agricole, donc les transactions de terres agricoles, le marché des espaces naturels et de loisirs, je vais les redécliner juste après, le marché des terrains bruts à urbaniser, donc là c'est les champs de patates qu'on peut acheter pour construire, et le marché des terrains à construire, donc là c'est les marchés des terrains qui sont viabilisés et qui vont acquérir soit des terrains bâtis individuels, soit de la charge foncière pour le développement collectif ou des terrains économiques. Donc voilà la déclinaison des différents marchés. Donc le marché M1, comme on l'appelle le marché agricole, c'est le marché agricole de la terre nue. Le marché avec bâti d'exploitation, mais également le marché des boisements, parce qu'on a des transactions de forêt aussi sur le territoire. Le marché des espaces naturels et de loisirs, donc lui, il n'y a pas de déclinaison, mais en gros, c'est l'achat soit d'une petite parcelle de loisirs à la campagne avec son étang, soit l'achat d'un bout de jardin au bout de sa propriété principale. Donc voilà, donc avec des prix très très variables. Le marché des terrains urbanisés, donc on regarde deux choses, c'est la vocation d'habitat ou la vocation économique de ces terrains-là. Et le marché des terrains à construire, donc les terrains à bâtir individuels, la question de la charge foncière et les terrains à bâtir pour l'activité. Alors je ne l'ai pas ajouté, mais on a un autre niveau d'observation, c'est le terrain de marché 3 et de marché 4 à destination d'équipements, équipements publics ou équipements de superstructure. Alors, historiquement, on utilisait d'autres données que DVF, mais depuis 2007, un peu plus récemment, mais bon, depuis les années 2007, l'accès aux données DVF est possible. Et donc, on s'est mis à exploiter cette source pour identifier les références foncières au niveau des transactions. On a dû réaliser une phase de recherche et développement très très importante pour pouvoir passer à l'échelle départementale, parce qu'on avait un marché qu'on connaissait bien sur un territoire de la métropole, et en fait, on s'aperçoit qu'à l'échelle d'un département, on va avoir des choses très très disparates, de la maison, du terrain à bâtir, parfois qui est quasiment au prix d'autres marchés sur notre territoire. Donc il fallait vraiment trouver les bons curseurs, les bonnes limites à mettre pour identifier ces marchés-là. Et on s'aperçoit que depuis DVF, la base en tant que telle, on est incapable d'identifier les différents segments de marché. C'est strictement impossible. Le fichier n'est pas assez renseigné. Même à partir de DB3F, j'en parlerai tout à l'heure dans le cadre du travail qu'on a à l'échelle régionale, c'est très 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 délicat. Donc on est obligé de passer par finalement un croisement de données très important, que ce soit avec l'occupation du sol,
Les documents d'urbanisme, c'est le premier niveau de couche qu'on va regarder, hein, c'est le document d'urbanisme. Donc les communes en possèdent, quasiment sur les Yvelines, toutes les communes en ont un. Le cadastre, avec la question des parcelles, du bâti, du héros, une parcelle très importante pour identifier et pouvoir représenter géographiquement des VF sur le territoire. Le RPGA, donc ça c'est toute l'identification des parcelles agricoles qui sont déclarées à la PAC. Citadel avec les permis de construire qui nous permettent de compléter certaines données. Et puis d'autres données qu'on ajoute dans cette grande base de données, comme les AC qui sont disponibles à l'échelle du département, certains secteurs dans les lotissements, et d'autres données qui peuvent enrichir, même parfois des courbes de niveau pour pouvoir comparer des terrains qui seraient en pente à d'autres terrains dans les échanges de valeur. Et donc tout ça, ça nous permet de définir les marchés fonciers. Et donc pour aboutir à cette définition-là, on a une statisticienne qui travaille sur une matrice de données au travers d'un logiciel qui s'appelle SAS. Alors, je ne sais pas si vous connaissez SAS, c'est un logiciel de traitement statistique et qui est très puissant, et également une base de données qu'on remonte ensuite sous SIG. Et donc, ce qui nous permet de prédéterminer l'ensemble des marchés. Donc ensuite, vous voyez la petite carte en bas, hein, ça montre un peu ce que ça représente quand on échange à l'échelle du territoire. C'est chaque mutation des VF qui est représentée sur le territoire et dont un marché est affecté. Donc, on vérifie l'ensemble des marchés affectés aux mutations pour les valider et on obtient année par année le référentiel foncier par type de marché sur tout le territoire. Alors, donc, on a une base de données pour les différents marchés à l'échelle du département. Juste deux illustrations. Donc, sur la droite, vous avez la commune de Montgermont, où on voit le marché 3, donc le marché de l'extension en orangé. Et puis, le marché 4, alors charge foncière, on ne le voit pas très bien sur la carte, mais qui est un peu plus foncé, et terrain à bâtir individuel en bleu un peu plus clair. Donc, on identifie vraiment l'ensemble de ces transactions. Et également, parmi toutes les transactions qui figurent dans DVF, il y a des transactions à sortir qui sont dites hors marché. Ça peut être typiquement ce qu'on voit sur cette figure-là, de la rétrocession de voirie, donc qui va figurer dans DVF, qui peut avoir une valeur de 0, donc là c'est assez facile de la sortir. Parfois elle peut avoir une valeur parce que ça sera dans le bilan de l'opération qu'il y avait un arrangement avec la commune pour rétrocéder, et donc dans ce cas-là, il faut bien pouvoir les identifier. Donc on a quelques petits tests mathématiques qui nous permettent de les prédéterminer, mais on est obligé également de quand même vérifier ça. Et donc, en prenant un peu de recul, un peu de zoom, donc on est sur Mordel, c'est une commune qui est à l'ouest de Rennes. C'était juste pour vous montrer que voilà, on a les marchés de la terre agricole qui sont identifiés avec les transactions. Quand c'est un jaune un peu plus foncé, c'est qu'il y a des bâtis agricoles. Tous les zones en extension des communes qui sont en train d'être construites ou en cours d'acquisition par la commune. Du marché de loisirs, on a un secteur de boisement avec du marché de loisirs, c'est un espace naturel sensible du département qui est racheté. Et puis des zones d'activité que vous voyez en violet là, sur la commune de Brel-sous-Montfort, le long de la côte. Alors, à l'échelle du territoire de l'île Vilaine, quelques chiffres clés sur les années 2013-2015. On a à peu près 17 500 mutations qui sont identifiées sur le département, dont 18% sont considérées comme hors marché. C'est-à-dire qu'on va sortir toutes les mutations qui sont à zéro, c'est-à-dire qu'à base de DVF et renseigner les mutations qui sont à zéro. On va sortir toutes les mutations qui font moins de 110 mètres carrés, parce qu'on considère qu'elles vont fausser le prix d'un marché. Et puis ensuite, on a quelques mutations qu'on va sortir à la mano, parce qu'elles soit elles ne correspondent pas à un marché identifiable, ça peut être des choses très longitudinales dans un bout de lotissement ou des choses comme ça, et on est incapable de vérifier un des marchés qu'on a identifiés. Alors sinon, en répartition, c'est le marché 4, hein, le marché constructif qui concerne le plus de mutations, avec 44% des mutations, et un quart à peu près pour le marché agricole à l'échelle du département. Mais selon les territoires, là, il y a une représentation à l'échelle des différents EPCI. Selon les territoires, on a des marchés fonciers dominants qui sont très différents. Sur Rennes, par exemple, c'est clairement le marché d'urbanisation qui domine, alors que dans des territoires comme le secteur de Fougères, au nord du département, c'est plutôt le marché agricole qui va dominer, et tant en type de mutation que en surface et en valeur. C'est à peu près 16 500 hectares qui ont été vendus de 2013 à 2015 sur le département pour ces marchés fonciers. Les terres agricoles dominent très largement les surfaces, échangées 98% de l'ensemble des surfaces. Par contre, quand on regarde le volume financier que ça représente, la balance est complètement inversée, puisque c'est 850 millions d'euros à l'échelle du département, et que pour pratiquement 87-88%,
c'est concerné par le M4, le marché du terrain à bâtir, donc charges foncières et terrain économique inclus. Et donc, sur la petite carte, la vignette qui représente, c'est l'ensemble des transactions qui ont lieu sur le territoire. Donc, on peut les représenter avec leur volume et leur prix sur l'ensemble du territoire. Alors, un petit exemple, je vais passer rapidement les différents marchés. Un petit exemple sur le marché agricole. On distingue à l'échelle du département 5 grandes régions. On a une région centrale qui part de l'Est et qui va jusqu'à l'Ouest, avec le bassin de Rennes et Vitré, où on est sur un petit peu le coût classique des terres agricoles qui sont assez riches dans le département. La région de Fougères, les terres les plus riches sont un peu plus chères. Les terres maraîchères sur Saint-Malo un peu plus chères, et un secteur où les terres sont relativement, sont très peu chères, et, parce que les sols sont maigres et qu'il y a peu de possibilités en matière de culture et l'élevage est un peu plus dur, c'est le secteur du Pays de Redon, et donc là on a des prix agricoles qui sont largement inférieurs à la moyenne départementale. Alors le marché des loisirs, ce que je disais, c'est un marché qui est très variable et en superficie et en surface, et en prix, pardon. Il concerne principalement quand même la grande couronne rennaise, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui habitent en ville qui vont acheter des petits terrains pour avoir un échappatoire à la campagne, terrain non constructible, juste le fait d'avoir son petit étang, un petit bois, des choses comme ça, ou le proche littoral où effectivement les gens achètent en second rang par rapport au littoral pour pouvoir des fois planter la toile de tente et puis aller tranquillement à la plage. Donc les terrains des marchés, le marché des terrains urbanisés, donc là on a des prix qui sont globalement relativement très tenus sur la métropole rennaise. Ça c'est une longue tradition locale à Rennes de tenir le prix des marchés urbanisés. On dépasse rarement les 3-4 euros par mètre carré. Mais on a des écarts très importants quand on s'éloigne du centre du territoire, avec des variations qui peuvent aller jusqu'à 15 ou 20 euros du mètre carré parfois, pour des communes très éloignées, etc. Et donc là, ça va avoir un impact réel derrière le coût d'aménagement de ces espaces-là et le coût du terrain à bâtir in fine. Donc on va avoir des prix de sortie de terrain parfois qui seront plus importants que dans la métropole réelle. D'où une question de compétitivité, d'attractivité pour ces territoires. Le marché des terrains à construire, donc là on a des prix, bon, voilà, la carte de chaleur est très très claire, des prix qui augmentent avec la proximité de Rennes et de Saint-Malo. On va pouvoir passer directement à la slide suivante. C'est un petit zoom comme ça pour vous montrer donc, parmi les types d'analyses qu'on peut faire. Le marché des terrains à bâtir sur l'aire urbaine de Rennes. On a à peu près 1500 terrains à bâtir, tout confondus, donc en diffus, en secteur aménagé, qui sont vendus à l'échelle de l'aire urbaine de Rennes. 500 en périphérie rennaise et 1000 dans les couronnes. Sur Rennes, il y a très peu de terrains à bâtir. Maintenant, c'est essentiellement du collectif. Et à l'exception d'un grand nouveau quartier, c'est que du renouvellement urbain aujourd'hui sur la ville centre. Les estimations qui ont été travaillées avec les collègues de l'habitat semblent montrer une progression des ventes, une estimation en 2016, c'est-à-dire qu'on repartirait un petit peu à la hausse. On a des terrains qui sont globalement, donc ça c'est pas une surprise pour personne, plus grands dans les couronnes qu'en périphérie immédiate de Rennes. Et globalement, on a une baisse moyenne des terrains, moins soutenue depuis 2011, et qui tend à se rétrécir. C'est-à-dire que la taille du terrain qui est le plus grand en périphérie tend à diminuer plus rapidement et à rejoindre tranquillement la taille du terrain rennais, de la métropole rennaise. Alors, on a des prix qui sont stables depuis une dizaine d'années sur le territoire, avec des différentiels de prix relativement constants entre les couronnes et la périphérie rennaise, un écart de 15 000 euros à peu près entre les lots. Une hausse des prix qui s'est interrompue en 2013, c'est le deuxième effet de la deuxième crise, et qui est suivi par un tassement des prix, surtout au niveau de l'agglomération rennaise. Donc on a vraiment une diminution du prix au mètre carré, sensible, qui s'observe aujourd'hui. Et puis on garde toujours un différentiel important d'écart de prix au mètre carré entre la Rennes et sa proximité et les couronnes, mais qui globalement évolue peu dans le différentiel depuis une dizaine d'années. Donc là, voilà, on s'amuse aussi à faire une petite modélisation des marchés fonciers en 3 dimensions pour montrer un peu ce que ça représente sur le territoire. Ça marche assez bien pour sensibiliser, pour montrer un peu comment ces marchés marchent. Là, on est sur le marché 4. Donc, ce que vous avez en bleu foncé, c'est les terrains à bâtir. En bleu clair, c'est la charge foncière. Donc, vous voyez, la charge foncière est principalement sur la ville centre
et les grandes communes périphériques de Rennes. Donc c'est tout ce qui est collectif principalement. Et puis on a un poids quand même qui est assez écrasant en termes de construction sur la métropole rennaise et sur le littoral autour de Saint-Malo, et avec une diffusion assez globale du reste des constructions, avec quelques polarités qu'on peut voir à l'est avec Vitré, Fougères au nord-est, et puis la commune de Janzé qui est au sud. On a quelques polarités qui se dessinent comme ça, mais c'est vrai qu'on a quand même aujourd'hui un poids de construction beaucoup plus important dans le centre du pays. Alors, ce qui est organisé autour de l'Observatoire des marchés fonciers, donc il y a une rencontre de l'Observatoire des marchés fonciers qui invite l'ensemble des partenaires de cet observatoire lors de la publication. Donc là, on a eu un petit gap en matière de publication, et donc la prochaine aura lieu à l'automne. L'objectif, c'est d'être un lieu d'animation et de débat avec les différents partenaires qu'on peut avoir sur le foncier, et à chaque fois, il y a une thématique qui est mise à l'ordre du jour. La dernière, c'était la question du renouvellement urbain et de la densification. Quelle stratégie foncière pour un renouvellement urbain optimal et un modèle économique soutenable? La question de l'économie en matière de renouvellement urbain, je pense que vous connaissez tous le sujet, ça a été évoqué tout à l'heure dans la première présentation. Nous, c'est un vrai sujet pour nos territoires, il y en a qui ont envie d'en faire, mais qui se demandent à quel coût. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est sur le marché 4 du terrain à bâtir. Historiquement, on avait un marché 5 qu'on appelait le marché du renouvellement urbain. Et en fait, on a choisi de revenir un petit peu en arrière, d'appeler ça quand même marché 4, parce que c'est un terrain à bâtir, qu'il soit en extension ou en renouvellement urbain. On va juste essayer d'identifier ce qui se produit en extension et en renouvellement urbain. Donc il y a une présentation également des résultats, une présentation des résultats en commission aménagement de Rennes Métropole, qui est le principal partenaire initial de cet observatoire, des échanges réguliers avec leurs services et la transmission de la base une fois finalisée et valorisée. Donc ça, c'est rapidement, c'était pour l'observatoire qu'on porte en tant qu'agence d'urbanisme. Et sinon, dans le cadre de l'observation foncière à l'échelle régionale, où là, pour le coup, l'EPF participe également, il y a une charte collective pour une gestion économe du foncier en Bretagne qui est sortie, suite au constat d'une consommation foncière excessive en Bretagne. On était au-delà même de la consommation nationale. Et on a estimé qu'en 20 ans, on avait doublé l'urbanisation de la Bretagne entre 1985 et 2005. Donc, il y a une vraie prise de conscience, et dans les années 2011-2012, les services de l'État et de la région ont commencé à lancer une réflexion, des séminaires sur cette question-là. Et puis, il y a une charte qui a été signée en janvier 2011 avec 135 signataires dont 121 collectivités pour une meilleure gestion du foncier en Bretagne, avec la mise en place de groupes de travail et de suivi, et les agences d'urbanisme qui étaient bien impliquées et qui participaient aux travaux pilotés par la région et l'État. Donc rapidement, l'organisation de ce dispositif régional d'opération du foncier, donc il a été mis en place en 2014. Il y avait historiquement deux grands groupes de travail, un sur les usages avec la définition, les sources, la nomenclature, et un sur les marchés fonciers. Donc celui sur les marchés fonciers, on le copilotait en tant qu'agent d'urbanisme avec la DRAF. Et puis le deuxième sous-groupe sur la question de la consommation d'espace et sur la question du foncier à vocation économique. Donc celui sur le foncier à vocation économique était piloté par deux agences d'urbanisme et la CCI Bretagne. Il a abouti en début d'année à la mise en place d'une couche de données homogène sur l'ensemble des zones d'activité présentes en Bretagne, supérieur à 5 hectares, leur taux de remplissage, etc., etc. Donc, ce qui permettait aux acteurs d'avoir une vision homogène du foncier économique en Bretagne, ce qui n'avait jamais été fait. Le sous-groupe consommation d'espace est en train d'aboutir, et là on est fortement intervenu dedans, donc je vais vous faire une petite présentation rapide de ça. Et puis le sous-groupe usage, le groupe de travail historique usage a été mis en stand-by parce qu'il n'y avait plus lieu d'être dans un premier temps. Je vais tout passer la suite. Donc le sous-groupe consommation d'espace est piloté par la région et l'Adréal, avec un prestataire qui est universitaire, le laboratoire LETG Rennes Costel. Et il y a une forte implication de l'ODIAR et de la DEPA, l'ADEPA c'est l'agence de Brest, dans le contrôle des résultats. Le travail de détection sur la base d'image satellite Landsat, donc il y a une résolution de 30 mètres. Donc l'idée, c'est qu'on avait déjà produit ce travail-là, c'est ce qui avait un petit peu été à l'origine du travail sur la charte foncière. Et donc on a voulu poursuivre et reproduire le travail. Donc, ce qui a été fait, c'est très intéressant pour suivre les flux de consommation d'espace. En revanche, vu le grain, c'est très dangereux de rester à l'échelle d'un territoire, parce que ça va marcher en termes de flux. Par contre, si on parle de consommation d'espace sur le territoire, comme nous, on a d'autres observatoires de consommation d'espace très fins, on va être dans des choses qui vont avoir jusqu'à 30% d'écart.
Donc pour les flux à l'échelle de la Bretagne et de mon territoire, c'est bon. Le satellite de plus en plus précis, on va bientôt être capable de le faire par satellite, mais sur des données un petit peu dégradées pour suivre une série temporelle, c'est encore un peu limite. On va donner les grandes tendances. Et donc le sous-groupe marché foncier sur lequel on était pilote, donc il y a donc on avait un partenariat avec la SAFER Bretagne et un prestataire, le CEREMA. Donc là, on a travaillé justement avec la SAFER sur la question des DIA et le rapprochement DVF DIA. Et donc il y a eu une publication sur les marchés fonciers de l'espace rural breton. Donc je vais vous dire si vous voulez la voir. Et c'était pour un petit peu voir des grands volumes, comment fonctionnaient ces marchés fonciers, quel était le prix des maisons à la campagne, quel était le prix des terrains qui partaient à l'urbanisation. Et on s'est aperçu de la difficulté, délicatesse de rapprocher ce qui était DIA et DBF sur un même territoire. Ces deux bases de données qui, normalement, alors c'est bien, on peut avoir des données comparatives en chiffres, etc. Mais dès qu'on va aller sur des analyses fines, c'est plus compliqué. Alors que pourtant, normalement, DIA devrait déboucher sur derrière quelque chose pour plus en deux. Et sinon, il y a une étude exploratoire des fichiers DB3F qui a été conduite donc, avec le CEREMA. Donc, alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que donc, nous, on est pilote de ce travail-là, mais commandé par la DREAL et la région. Et la DREAL a souhaité qu'on fasse intervenir le CEREMA pour intervenir dans le groupe de travail. Donc, on a confié au CEREMA ce travail sur la base de DB3F. Et honnêtement, pour l'instant, donc c'est un travail exploratoire, on commence à cerner les premiers résultats uniquement sur un marché qui est le marché des terrains à bâtir. Et il s'avère que certaines années de DB3F, notamment 2015, semblent assez mal renseignées. Et donc, on est encore en peine d'avoir des choses très, très satisfaisantes. Bon, on avance, on devrait faire une publication sur ce sujet-là, sur la comparaison des différents résultats prochainement. Mais sans croisement complémentaire, c'est quand même très dur d'arriver sur une segmentation finie. Alors, DVF, vous croisez avec quoi exactement? Alors, DVF, on croise avec les fichiers cadastraux, avec les PLU. Les PLU, que la carte ou les règlements? Alors, que la carte dans un premier temps. Nous, pour identifier le marché, après, comment on le vérifie, voilà, on a besoin que de la carte. Et on ne travaille pas sur le bâti, on travaille sur le foncier, avec la baie des topos, la baie des végétations. On croise avec les actes et lotissements quand elles sont disponibles, avec parfois avec le relief, si jamais on veut comparer par exemple deux terrains qui peuvent en compte voilà, pour bâtir. Qu'est-ce qu'on a comme autre croisement? Le citadelle, pour vérifier s'il y a une constructibilité, etc. PC. Citadelle, PC, ouais. Alors on parle du PC autorisé, pas du PC commencé, parce qu'on voilà, à partir du moment où il y a un PC autorisé, c'est-à-dire que le terrain est considéré comme constructible. À quelle fréquence vous parlez de tout ça? Pour tous les ans. Tous les ans. Ouais, on fait une fois par an, on fait tourner la millimètre. Alors là, on vient de finir une phase R&D, donc on a fait trois autorisés vaincus, 2013, 2014, 2015, et donc on va repartir en 2016 en fin d'année. Et les années des documents sont en phase avec les ventes effectuées Autant que possible. Sur un document d'urbanisme, on sait bien que parfois il peut y avoir 4, 5 ans, 6 ans, voire plus d'écart. Si le PLU a été approuvé en 2004, c'est la donnée qui est juridiquement valable au moment où on fait le travail. Mais parfois, justement, on a quelques difficultés, c'est qu'une zone qui est définie comme à urbaniser est déjà urbanisée sur le terrain. Et parfois, on peut avoir une transaction DVF qui constitue une vente de maison. Par le prix, on arrive à la détecter, à la sortir. Mais il faut faire très attention, justement, c'est pour ça que quand on parlait des opérateurs, mais ça demande quand même une certaine expertise d'utiliser le fichier DVF. Et si on est dans la nature et que les personnes n'ont pas les mêmes références pour l'utiliser, ben on pourra sortir des choses différentes de DVF. Donc ça, c'est une vraie difficulté qu'il faudra avoir en tête. Et vous voyez une grosse différence entre DB3F et les fichiers fonciers standards? Alors, ben, en fait, je vais dire oui et non. C'est-à-dire que nous, ce qui nous manquait, c'était l'acquéreur et le vendeur dans le fichier initial. Mais pour l'instant, tel que renseigné, le CEREMA n'arrive pas encore à tirer le maximum. Et en réalité, on croisait déjà avec les fichiers fonciers. Donc, on avait un quasi DB3F dans notre méthode de travail. Donc voilà, donc juste peut-être pour conclure, peut-être qu'on pourrait répondre à vos questions. Oui, juste
J'avais juste une question, c'est que effectivement votre territoire est très structuré par les infrastructures de voies express, etc., structure et de développement. Est-ce que vous avez essayé aussi de voir ces marchés fonciers en fonction des distances ou une certaine homogénéité entre les questions de mobilité? Alors c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire qu'on là, on vient de reminer sur tout le département en 3 années et on est dans la phase analyse fine de ces choses-là. Et par exemple, sur le marché 4, on voit bien l'explosion, le nombre des axes routiers et un prix qui décroît, plus il y a un écart à la licence. C'est des choses qu'on pressentait, bon, voilà, on commence à avoir les données chiffrées qui le montrent, mais avec des surprises. Parce que d'une commune à l'autre, parfois, justement, ce que je disais sur le coût d'acquisition initiale du terrain, ils ont pu acheter cher et donc ils vont revendre un peu plus cher. Ils vont avoir des prix qui sont pas. Globalement, ça marche. Mais il y a quelques épiphénomènes. Mais on est en train de triturer ça en ce moment. Et les voies SNCF aussi. Parce qu'il y a un réseau ferroviaire structurant donc qui marche pas mal. Et donc sur certaines communes, il y a des gares, on observe ce dynamisme aussi. Plus important, plus marqué. Oui, juste une petite question. Bravo pour votre travail qui d'ailleurs est historique. Hein. Je crois que Catherine Caille a beaucoup travaillé là-dessus. Néanmoins, c'est une typologie de marché, je dirais historique, hein, qui est la typologie du marché de vos économies, hein, avec ses preuves. Est-ce que vous pensez, à un moment, intégrer donc tout le travail que l'on porte au GNDVF sur la segmentation que l'on est en train de faire et qui est effectivement beaucoup plus fine et qui enlève un certain nombre de biais, notamment par rapport à une approche moyennée des marchés, qui peut être parfois un peu problématique. Alors, c'est sur quoi j'allais enchaîner, hein. C'est qu'effectivement, ça c'est l'approche qui a été portée Catherine, qu'on a fait évoluer en matière de R&D de méthodo. Et Catherine a suivi tout ça depuis très longtemps, notamment avec la BEF. Je me fais peut-être le petit passeur après Catherine qui a énormément œuvré sur ce sujet-là. Actuellement, on est en train de mener un travail en commun avec le sous-groupe marché foncier et le groupe régional DVF. Voilà, ça répond à la question, notamment sur ces évolutions, la segmentation des marchés que mène ce groupe de travail, avec Julien Deniel de l'EPF. Hein, voilà, on travaille vraiment en étroite relation. Et on va co-organiser prochainement la rencontre régionale sur les marchés fonciers. Donc c'est le travail du groupe régional DVF conjoint avec le dispositif foncier régional. Le 6, je crois que vous intervenez. Et du coup, c'est l'objectif de montrer justement l'évolution de ces traitements sur la segmentation des marchés, voir comment les acteurs du territoire breton peuvent s'emparer de cette nouvelle segmentation, voir ce qui se fait sur d'autres territoires également. Donc actuellement, on a en cours la poursuite de la démarche test sur BD3F avec le CRMA, la préparation d'une publication des travaux dans le cadre du dispositif d'observation régionale, alors tout groupe confondu et peut-être des publications par sous-groupe, la comparaison des résultats de DVF avec l'EPTB qui est en cours avec l'Avréal et en partenariat avec l'EPF dans le cadre du groupe régional DVF. Qui utilise le fichier mutation et nous on utilise pour l'instant encore à chaque notification. Et on a un partenariat méthodologique très important avec l'agence de Brest sur le traitement des fichiers DVF et le croisement avec d'autres données et la définition de nouveaux traitements mathématiques. Voilà. Et donc un de nos objectifs c'est de pouvoir mutualiser cette approche-là à l'échelle des agences bretonnes, probablement dès qu'on pourra pour avoir une observation à l'échelle régionale sur ce type-là. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. On vous invite à prendre un petit traiteur que nous avons là, donc on reprendra à 2h moins le quart si on peut.